Bonjour à tous et bienvenue sur Chasson TV. Il y a beaucoup de chasseurs qui nous regardent, qui chassent évidemment au chien courant, notamment le sanglier, mais pas que. On sait aussi que le grand problème en France pour ceux qui chassent au chien courant, c'est de réussir à créancer les chiens. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai souhaité inviter Pierre de Roile. Pierre de Roile, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien président de la Société de Vénerie, vous êtes administrateur auprès de la centrale canine. Oui. Et puis vous avez évidemment un équipage, vous chassez le chevreuil dans le sud de la France. Dans les Landes. Exactement, et donc le chien courant, vous connaissez bien ça, pas plus tard qu'il y a encore quelques jours, vous chassiez le chevreuil. Et on voulait aujourd'hui justement parler de la problématique de réussir à créancer des chiens. Alors, il y en a beaucoup qui chassent le sanglier en France et le principal problème qu'ils vont rencontrer, c'est notamment de réussir à créancer sur le sanglier et pas sur le chevreuil. Comment est-ce qu'on fait quand on est maître d'équipage ou quand on a des chiens, qu'on est piqueux dans une chasse à tir, pour réussir à créancer des chiens sur un animal ? Avant de parler de l'apprentissage pour les mettre sur un animal, il y a en amont des choses essentielles. Et pour moi, l'essentiel, c'est tout ce qui est dans la sélection, dans la lignée, dans l'élevage. En vénerie, c'est un point fondamental. Notre équipage a 75 ans. Et ça fait 75 ans que je connais absolument toutes mes lignées, même si parfois je vais chercher un peu de sang frais à l'extérieur. Donc ça, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que le chien, en tout cas en vénerie, alors je vais parler de vénerie plus que de chasse à tir. Mais on va dire en vénerie, il faut que les chiens chassent en meute. Il faut que les chiens soient... Nous, on parle de chiens d'ordre. Ça veut dire que moi, si les chiens sont à 150 mètres et que je dis arrête... Il faut qu'ils s'arrêtent. Il faut qu'ils s'arrêtent. Ah oui. On ne va pas chercher partout, sinon c'est n'importe quoi. C'est pas de la vénerie, quoi. Donc chien d'ordre, chien créancé sur un animal. Cela dit, jusqu'à il y a 60 ans, avant la guerre, autrefois... un même équipage, une même meute, chassait plusieurs animaux. Ouais. Mais il fallait qu'il reste créancé sur le même animal. Là. Donc, on va dire que c'est, en tous les cas, aujourd'hui, la loi, la réglementation, nous oblige à ne chasser qu'un animal. Moi, si j'ai un équipage de chevreuil, je ne peux pas me mettre à chasser un cerf. Mais aujourd'hui... Ce qui n'est pas forcément vrai pour le renard et le sanglier ? Non, aujourd'hui, renard est différent du sanglier. Okay. Ça l'était jusque dans fin des années 90, mais ça n'est plus le cas vraiment aujourd'hui. Ouais. Donc nous, il faut donc l'élevage, c'est clé, quoi. Et il faut qu'on comprenne. Et nous, il y a le Graal, c'est le chien de change. On va en parler. Mais c'est ça qu'on veut chercher. C'est ça que... Donc il y a des lignées, il y a des chiens sages, etc. Après... Ce qui est important dans l'élevage, c'est de faire des chiens qui vous correspondent. Des chiens qui correspondent au biotope, qui correspondent à l'animal chassé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Un veneur de lièvre, il va se dire, il va chasser dans le sud, c'est pas pareil que dans le nord. Dans le sud, il faut des chiens qui soient très collés à la voie, mais qui restent pas sur place pendant 10 minutes, etc. Il faut que ça bouge un peu pour lancer l'animal. Et là, parce que alors que dans le nord, il y a des pléthores de lièvres, et puis tout d'un coup, ça démarre. Vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes qualités. On n'est pas obligé de rapprocher autant. Pas tout à fait les mêmes qualités. Ouais. Moi, quand j'avais 25 ans, mon père me disait « Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça ?» Je voulais faire des chiens vite, parce que j'avais plein d'énergie, plein de fougue. Je suis en train de ralentir à mort, parce que j'ai près de 70 ans, et du coup, j'ai plus tout à fait la même énergie. Donc, dans l'élevage, il y a des critères qu'on a envie de mettre en place, quoi. Ça, c'est très important. Et à un moment donné, on va dire que on fait le choix, c'est pas pour autant qu'on va faire des chiens géniaux sur le chevreuil, sur le sanglier et tout. Donc il y a après, pour moi, quelque chose qui est assez récent dans la vénerie, c'est tout ce qui se passe entre le sevrage et la mise en meute.
Ça, c'est des moments sur lesquels je pense que la vénerie a considérablement évolué. Dès le sevrage, il y a quelque chose qui doit se passer dans la relation entre celui qui va les mener plus tard. Qui se passe autour de quel mois? 2 mois. Dès qu'on les retire de la chienne, entre 2 et 3 mois. Là, on peut commencer déjà à oui, mais c'est là que ça se joue. C'est entre 2 mois et 6 mois. Ouais. C'est un moment essentiel. Alors, moi, je fais 2 choses. La première chose, entre 2 mois et 6 mois, les gens qui chassent dans mon équipage, qui ont des enfants et tout, je leur donne la portée entière. Donc les chiens viennent avec les enfants et là, pour que le chien sociabilise, pour que le chien soit un peu plus déluré et qu'il apprenne son nom et tout. Et là, en général, ils naissent avril-mai, et puis ils reviennent à l'équipage dans notre chenille en septembre-octobre. D'accord. Donc là, ils reviennent. Donc, tous les frères et sœurs ensemble, la portée complète. Ensemble, avec des enfants. Je pourrais vous montrer des vidéos. Ouais, ça rigole, ça joue, les chiens s'amusent et tout. Et puis, en fonction des enfants, là, par exemple, là, en ce moment, j'ai une portée chez un de mes amis. Et les chiens, lui, il veut les créancer tout petit. Alors, il essaye de les mettre sur des voies, parce qu'il a des lièvres autour de chez lui, pour qu'ils goûtent un petit peu le lièvre. Ouais, je chasse le chevreuil, mais ça fait rien pour qu'ils mettent le nez par terre. Il commence déjà à chasser, entre guillemets. Franchement, à 3 mois, 4 mois, non. Ouais. Mais moi, je connais beaucoup de chasseurs aux chiens courants qui, eux, vont mettre des chiens à 8 mois, 9 mois, parce qu'ils les mettent dans leur lot de chiens et tout, etc. C'est-à-dire qu'ils les mettent à partir de 8-9 mois, déjà avec les autres chiens, pour chasser. Alors, moi, pas du tout. Moi, j'attends qu'ils aient 1 an, donc ils naissent. Au bout de 6 mois, 8 mois, dès qu'ils deviennent un petit peu trop costauds et tout, il y a l'entrée dans la meute. Parce que nous, en vénerie, il faut qu'ils chassent en meute. Et là, il y a une hiérarchie qui se crée, il y a une organisation qui se crée. Ouais. Donc, en général, quand ils deviennent trop costauds au sein de la portée et tout, parce que moi j'élève à peu près une quinzaine de chiots par an, donc il y a 2-3 portées. Et dès qu'il y en a un qui devient un petit peu trop costaud, on lui dit c'est super, maintenant t'es sûr de toi, bon. Allez, on va dans la meute. Ouais. Et moi, je les mets 1 à 1 dans la meute tranquillement. D'accord. Et là, ils se confrontent à autre chose. Ils se confrontent à des beaucoup plus costauds. Ouais. Et donc, ils apprennent la hiérarchie et tout. Et le fait de bien s'intégrer au sein de la meute participe d'un finalement bon à ce qui va se faire après, à la chasse. Oui, mais essentiel. Et l'autre apprentissage que moi je fais, c'est au bout d'1 an, je leur fais, pendant la saison, quand ils ont 1 an, entre 10 et 15 chasses seules. Que les jeunes chiens, tous les jeunes chiens, tous les jeunes chiens ensemble, avec 1 ou 2 vieux. D'accord. 2 vieux qui rapaillent, qui ne peuvent plus suivre la meute. Et souvent, ces vieux chiens formidables, ils sont emmerdants dans la meute parce qu'ils voient tous les autres les dépasser. Et donc, ils se mettent eux aussi à rapailler derrière, à faire tout un tas de trucs, etc. Donc, malheureusement, je ne peux plus les mettre dans la meute. Mais là, ils leur apprennent, et c'est formidable, ils leur apprennent dès qu'il y a un balancé, les jeunes, ils font 200 mètres de plus. Et là, les vieux, ils essayent de ramener un petit peu les... Et alors, il y a vraiment une transmission qui se fait à ce moment-là, une connexion qui se fait entre le jeune et le vieux. Et moi, ça se fait de manière extrêmement décontractée. Ça dure 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et il n'y a pas de tension, il n'y a rien. Et l'autre chose, je veux qu'ils me connaissent. Moi, malheureusement, je ne suis pas tout le temps avec mes chiens, parce que je travaille par ailleurs. Et je veux qu'ils me connaissent. Donc j'en fais 3 tonnes pour qu'ils entendent ma voix, la manière dont je parle. Je les ramène dès qu'il y a un truc. Et là, il y a une chose qui se passe, mais de manière extrêmement simple et sympathique. Même si on fait change, etc., il n'y a pas de cri, il n'y a pas de tension, rien du tout. Je veux que ce soit que du bonheur et que les chiens s'éclatent. Et je m'aperçois d'ailleurs que ce système fait que souvent... beaucoup d'équipages ne peuvent pas faire ce que je fais, le territoire pour le faire. Et du coup, les jeunes chiens sont parfois un peu dépassés par la meute, par la vitesse, par la tension, par tout ce qui peut se faire. Alors, tandis que moi, c'est super décontracté. Donc, ils font 10-15 chasses, ils se poilent, ils sont ravis, etc. Et au bout de 2 ans,
je les mets dans la meute. Dans la meute. Et en réalité, 2 ans, je pense que attendre 2 ans, moi j'ai gagné entre 1 voire 2 saisons à la fin, parce qu'on tire moins dessus. C'est ça. Vous savez, nos chiens, ils font 2 marathons par semaine. Moi, un jour, j'ai mis une petite balise pour regarder. Les chiens, ils font entre 30 et 50 km par chasse. Oui, donc au bout de 2 ans, vous allez les mettre donc, dans la meute. Ils vont chasser, vous chassez le chevreuil, donc ils vont commencer à chasser le chevreuil. Pour autant, il y a des jours où vous pouvez avoir un lièvre, un sanglier ou peu importe, un autre animal qui va partir. Qu'est-ce qui fait que ce jour-là, il va forcément potentiellement y aller, parce qu'il a le droit, puis parce qu'il découvre. Qu'est-ce que vous allez faire justement pour faire en sorte qu'il apprenne à être créancé sur le chevreuil? Alors, ça, je le fais la première année. La première année où je fais ces chasses décontractées. Une fois, ça suffit. Je vais dans des endroits où il y a du cerf ou du sanglier. D'ailleurs, je le fais 1 fois sur le cerf et 1 fois sur le sanglier. D'accord. Et ils peuvent partir dessus. Et là, il y a une explication entre nous. Elle dure 5 minutes. Il n'y a aucune brutalité, il n'y a aucun coup, mais il y a beaucoup de tension. Et là, je les engueule. J'ai fait volontairement exprès pour qu'ils aillent sur le sanglier. Ouais. Et là, je descends de cheval et je leur explique les choses. Et franchement, c'est rare qu'ils retouchent un sanglier de leur vie après. Ah, c'est vrai. Ah oui, d'accord. Mais nous, on a des chiens quand je disais des chiens d'ordre, qui sont très à l'écoute. En plus, moi, j'ai des anglo-français blancs et noirs. Et moi, mes chiens, je leur dis vous. Ils sont susceptibles comme tout. Si je crie, s'il y a un peu de tension, s'il y a tout le truc... Ils décrochent. Ils décrochent. Ouais. Voilà. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai mis un peu dans le chien anglais. Moi, j'ai mis du black and tan un petit peu dans mes chiens, avec un mental un peu plus dur. Moi, mes chiens, ils sont très susceptibles. Quand je leur dis je leur dis vous, c'est vraiment vrai. Donc, imaginons, là, on a un chasseur à tir au sanglier qui nous écoute et qui s'est dit, ah mais génial, donc il dédie une journée un peu pour ça. Ouais. Mais pour rentrer un petit peu plus dans le détail, qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce qu'ils doivent comprendre? Quel est le message que vous leur faites passer pour que ça rentre en fait? Je pense que quand c'est positif, il faut leur transmettre ce côté positif, et quand c'est négatif, il faut leur faire comprendre aussi. D'ailleurs, il y a des termes qu'ils doivent comprendre. Donc, à 1 an, quand ça marche bien, je les pousse, je les félicite. Moi, même souvent, je descends de cheval, je les flatte et tout. Je veux leur montrer qu'il y a de la bonne humeur, il y a des bonnes ondes. C'est ça. Et puis et c'est très important que dans notre vocabulaire, il y ait cette distinction entre c'est un discours positif et c'est un discours négatif. Et moi, il n'y a qu'un terme que j'utilise quand ça ne va pas, c'est arrête. Et c'est fait avec fermeté et clarté, quoi. Je pense que la tonalité est aussi importante que le mot. C'est ça. Le mot qui est... Et puis ce que vous disiez tout à l'heure, le fait de leur parler, mais même depuis tout petit, tout le temps. Tout le temps. Ça, c'est vraiment indispensable. Vraiment. Parce que c'est le message qu'on peut faire passer à des personnes qui chassent à tir et qui, pour certains, ont par exemple des chenils un peu éloignés du domicile ou autre. Et ce côté-là, il est vraiment important, petit, d'avoir cette connexion très forte. Voilà, et moi j'ai dû visiter 150 meutes, 150 équipages de chasse à courre. Je me rends compte à quel point les chiens ressemblent à leurs maîtres. Et dans les maîtres, il y a de tout. Il y a des mecs qui sont enragés et des chiens qui... Le type est tellement doué que les chiens, ils leur font une confiance terrible. Et là, il y a un truc génial qui se passe. Il y a des gens indécis, il y a des gens impliqués, mais pas tant que ça. Donc, les chiens ressemblent beaucoup à leur maître. Et tant mieux, à la rigueur. Il n'y a pas de secret. Chacun fait ce qu'il veut, le style qu'il veut donner. Mais cette connexion, cette connivence, cette complicité, pour moi, elle se joue au chenil et bien avant les chasses. Est-ce qu'il y a, selon vous, des animaux qui sont plus faciles à créancer? Est-ce que les plus faciles de créancer sur un sanglier ou sur un cerf ou sur un lièvre, par exemple, ou pas? Oui. Alors, moi, je vais parler du chevreuil parce que c'est celui que je pratique, mais j'ai chassé le lièvre jeune, j'avais un équipage de lièvres. Il n'y a pas de doute qu'il y a des techniques différentes. Oui. Par exemple, au lièvre, de faire des chiens de chemin, de route, c'est extrêmement important parce que le lièvre peut les prendre et ça, il faut les former.
nez, et c'est souvent les vieux qui sont très fins de nez et tout, qui sont importants. Je constate aussi que l'évolution de la météo, des vents, fait la voix. Vous voyez, moi, il y a 10 jours, j'avais une température absolument dingue. J'ai fait 2 kilomètres, quoi. Alors que je suis en ce moment dans une série où les chiens vont très bien, marchent très bien, ont un mental terrible, et on a fait 2 kilomètres parce qu'il n'y avait pas de voix. Et qu'est-ce que ça veut dire? Un bon équipage, il doit surmonter la voix, il doit être capable. Donc, bien sûr qu'il y a des différences. Il y a des différences dans les races de chiens, il y a des différences dans la morphologie du chien. Un chien de cerf ou de sanglier, c'est quand même des chasses qui peuvent faire 3-4 heures assez facilement. C'est pas le cas de chasse de lièvre, donc c'est absolument clair. Ça dépend aussi du biotope. Moi, je vois aujourd'hui des chiens qui doivent être plus légers chez nous dans le sud. Voilà, donc je pense que chacun a sa technique pour créancer. Je dirais que à chacun sa méthode. En tous les cas, créancer, si ça se limite à il faut pas qu'un chien de lièvre parte sur un chevreuil et tout, je pense qu'aujourd'hui, avec un peu d'éducation, un peu de fermeté, un peu de savoir-faire, on y arrive tous. On y arrive tous. Et s'il y a des chiens réfractaires à ça, ben on les donne. C'est ça. Moi, il m'est arrivé. Mais il faut comprendre aussi la psychologie du chien. Combien de fois j'avais des chiens qui, chez moi, ne marchaient plus, probablement à cause de moi, probablement à cause de plein d'autres, ou de concurrence au sein de la meute. Je les donne à des copains, ils se révèlent absolument formidables. Ils se révèlent formidables. Vous savez, j'ai une petite anecdote, mais je pense que tout dépend de notre capacité à comprendre et à créer cette complicité. Cette anecdote, c'est il y a 5 ou 6 ans, j'avais un chien qui s'appelait Ingénieur. Beau chien, magnifique. Il chassait bien, il travaillait bien, il était de change. Et j'ai fait 2 saisons génialissimes grâce à Ingénieur qui me marquait le change. Donc c'était un truc. Parce qu'il y a 2 manières de marquer le change. Il y a le chien vaincu, il s'arrête et il dit c'est plus on rappelle donc le principe d'un chien de change, c'est le chien qui va réussir à rester derrière leur animal pendant toute la chasse. Alors là, il y a 2 trucs. C'est si on change sur un nouvel animal, c'est ce qu'on appelle le chien de change vaincu. Il s'arrête. Et puis il y a le chien de change convaincu. C'est non seulement il s'arrête, mais il va chercher le bon animal. Bon, alors celui-là, c'est top. Quand vous avez ça, vous êtes le temps que vous récupérez la meute, voilà. Vous avez un champion du monde. Et moi, la 3e saison, je me souviens, il avait 5 ans, le chien, ou 6 ans. Ingénieur, début de saison, il fait change, il chasse absolument tout ce qu'il veut et tout. Et je n'y arrivais pas, je ne comprenais pas, quoi. Il avait vraiment marqué le truc. Et j'ai appelé un veneur de chevreuil que tous les veneurs connaissent, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un livre dont vous avez parlé, qui s'appelle Étienne de Bodard, qui est vraiment un grand veneur et un grand spécialiste du chien de change. Il en a fait des tonnes. Et je l'appelle, je dis Étienne, voilà, je vous appelle, je sais pas très bien, ingénieur et tout, je trouve il est plus de change cette année. Et qu'est-ce qui se passe? Et il m'a juste dit, mais attends, est-ce que tu lui as présenté tes excuses? Je lui dis, non, parce que c'est évident, c'est toi qui as fait des conneries, hein. Alors, tu me rappelles, tu lui présentes tes excuses, et s'il les accepte, tu me rappelles. Et alors, moi, un peu couillon, je suis allé voir Ingénieur, et je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai dû faire des bêtises, Ingénieur, je suis désolé, et tout ça, voilà, excuse-moi, mais est-ce que tu acceptes mes excuses? Et comme Ingénieur, il était un petit peu dédaigneux, et qui me considérait certainement pas à la hauteur de ses qualités, j'ai rappelé Étienne et je lui ai dit, écoutez, voilà, je lui ai présenté des excuses, mais je ne sais pas s'il m'a dit, bon, écoute, c'est foutu. Ton chien, c'est toi qui l'as foutu en l'air, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a une complicité, il y a un regard. Et que ça peut s'arrêter du jour au lendemain aussi, en fait. Le piqueux de mon grand-père, il disait une chose. Un jour, mon grand-père chasse avec lui, et puis tout d'un coup, là, c'est un cerf, c'est un daguet. Paf, il y a un défaut. Il relance un cerf daguet.
tout le monde sonne le relancer, tout le monde est content, etc. Et puis, il s'appelait Hubert Colladan. Hubert Colladan, paf, il arrête la chasse. Et alors, tout le monde lui dit, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Si vous aviez vu la manière dont Fantine m'avait regardé, vous auriez compris que c'est un change. Ouais. Voilà. Il y a ce qui se passe entre le chien et le bonhomme. Donc le bon veneur, c'est celui qui capte ça, c'est celui qui a cette relation, c'est tout ça. Est-ce qu'on peut créer un chien de change ou pas du tout ? C'est forcément que inné. Est-ce qu'on peut ? Moi, je pense que c'est dans les lignées. Je pense qu'en vénerie, nous, ça fait des siècles qu'on travaille là-dessus. Donc, c'est des chiens qui sont plutôt là et qui ont tous les critères pour le faire. Et puis après, il y a 2 manières de faire tomber un chien de change. Soit vous avez des chiens en curée, c'est-à-dire que vous prenez suffisamment. Et les chiens, ils ont un mental d'enfer. C'est ça. Et moi, qui ai foiré ma saison avant Noël, j'y arrivais pas du tout. Et là, ça va beaucoup mieux. J'ai des chiens en curée. Ouais. Donc ça joue forcément énormément. Et là, par exemple, mardi, j'ai 2 chiens qui, Mirabel et puis surtout Navarro, qui m'ont parce qu'ils prenaient des chevreuils, ça y est, ils sont de change. Ils sont de change parce que je les ai mis en curée. Et puis, il y a une deuxième manière, c'est quand, à force de faire des changes, il y a des chiens qu'on en marre et qui comprennent. Ouais, c'est ça. Donc, ils sont désespérés. Quoi. Ouais. Ils comprennent que ça ne sert à rien de changer tout le temps, sinon ils ne pourront pas réussir à le prendre. Voilà, donc, voilà les deux manières qui amènent des chiens de change. Donc, il y a de la lignée, mais il y a de l'apprentissage. Quoi. D'accord. Donc, et il ne faut pas les tromper. Et voilà, et ce point important, il faut leur parler. Et il faut leur dire, il faut même s'excuser potentiellement si jamais on fait une erreur. Et effectivement, on n'y pense pas forcément qu'il y a une grande psychologie à avoir entre le chien et la personne. Bien sûr. Et la confiance. Et la confiance. Et c'est vrai que donc pour conclure et en résumé, finalement, ce que je comprends, ce qui est très important dans ce que vous avez pu dire, Pierre de Roilh, c'est que c'est ce qui se passe aussi entre la naissance et le jour des premières sorties de chasse. Tous ces moments-là sont hyper importants. La connexion avec l'homme, c'est ce qui fait qu'en fait, derrière, ça va bien se passer ou au contraire, ça va pas très bien se passer. Ça, cette relation de l'homme avec les chiens, de l'homme avec sa meute et du jeune chien avec sa meute surtout. Exactement. Donc ça, c'est des points vraiment, et sur lesquels je pense qu'on progresse beaucoup et on s'intéresse beaucoup plus en amont de la période où le chien chasse. Et beaucoup de choses se font au chenil. Très bien. En tout cas, un grand merci, Pierre de Roilh. Et puis, je donne rendez-vous à nos amis de Chasson TV pour une prochaine vidéo avec la centrale canine d'ici une petite semaine. À bientôt.